Bonjour et bienvenue dans Le bruit du frigo. Quand y a plus rien. Une heure d'antenne dédiée à la création sonore radiophonique sur Jade FM. J'entends plus rien que le bruit du frigo. Des réalisations d'auteurs, d'artistes, de collectifs. Qu'elles soient narratives ou suggestives, écartez bien les oreilles. La création sonore pour la radio, c'est dans le bruit du frigo. Quand y a plus rien que le bruit du frigo. Dimanche, midi pile, on retrouve la création radiophonique, c'est le bruit du frigo sur Jade FM. Aujourd'hui, un sujet original, on n'en parle que peu et pourtant le droit à l'IVG que l'on croyait acquis est encore fragile dans plusieurs pays, sinon interdit. La France est le premier pays du monde à avoir constitutionnalisé le droit à l'IVG. Reste que l'accès n'y est pas garanti pour toutes. C'est ce que nous propose d'entendre Claire Cache-Couche-Soucy dans son documentaire « L'IVG en milieu rural ». Une enquête radiophonique de Radio d'Autan réalisée par Claire Cache-Couche-Soucy, donc avec la complicité technique de Thomas Béranger et la musique originale de Marion Poissel. La loi de mars 2022 allonge l'accès à l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse. Malgré l'existence de ce droit, des inégalités territoriales et sociales demeurent, avec la fermeture des centres d'orthogénie, le manque de moyens alloués aux hôpitaux, les difficultés d'accès à l'information. Et pourtant, des personnes continuent d'œuvrer au quotidien pour rendre ce droit plus accessible à toutes, en particulier en milieu rural. Depuis les années 90, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse en France demeure stable. En 2022, cependant, on a noté une légère augmentation. 234 300 femmes ont avorté, alors que pour la plupart, elles ont une contraception. C'est donc une femme sur 3 qui a recours à l'IVG au cours de sa vie génésique. Le terme génésique englobe ce qui est lié à la reproduction sexuée et par extension à la sexualité. Une femme sur 3, ça n'est pas rien. Alors qu'en mars 2024, la Constitution française garantit désormais la liberté aux femmes d'avorter dans, je cite, des conditions déterminées par la loi. Qu'en est-il sur le terrain en milieu rural ? La loi du 2 mars 2022 porte l'ambition de renforcer le droit à l'avortement et d'en faciliter les modalités. Le délai légal autorisant l'IVG a donc été allongé à 14 semaines de grossesse, soit 16 semaines dites d'aménorrhée, ce qui signifie 16 semaines après les dernières règles. Concrètement, les femmes ont accès à l'IVG médicamenteuse jusqu'à la 9e semaine d'aménorrhée. La méthode instrumentale, ainsi appelée chirurgicale ou curettage, est accessible jusqu'à la 16e semaine. Enfin, dans de rares cas liés à un risque médical pour la mère et le fœtus, ou dans des situations sociales et psychologiques difficiles, l'IMG peut avoir lieu par voie médicamenteuse, en maternité et sans délai, pour peu que le corps médical l'accepte. Au cours de cette enquête sur l'accès à l'IVG réalisée dans le Tarn et l'Aveyron, j'ai senti beaucoup de confusion. Car oui, les femmes ont le droit d'avorter sous certaines conditions, mais il existe quelques décalages non négligeables entre la loi et le terrain. Et puis, subsistent de nombreuses inégalités sociales, territoriales ou dans l'accès à l'information. Ainsi, dans le Tarn et l'Aveyron, on peut donc interrompre sa grossesse de manière parfois fluide, d'autres fois c'est beaucoup plus compliqué. Et l'un des facteurs facilitant cette expérience, c'est peut-être d'y avoir réfléchi, d'être informé de ses droits. C'est l'ambition de ce documentaire qui donne à entendre des récits et des analyses de personnes concernées ou impliquées. Eh bien, moi, je m'appelle Isaline. J'ai aujourd'hui 36 ans et j'habite en Aveyron depuis 7 ans maintenant.
Donc moi j'avais 29 ans à l'époque. Du coup je m'en suis rendu compte, j'étais pas en Aveyron. Et en fait je travaillais en Normandie. Enfin j'étais vraiment dans une situation où j'avais pas du tout les moyens émotionnels, financiers, d'accueillir un enfant. Enfin vraiment c'était pas du tout prévu, c'était un accident. Et j'étais en relation depuis très très peu de temps avec la personne. Enfin vraiment ça a fait un espèce d'info un peu très très surprise comme ça. Et en fait à chaque fois ce que je dis quand je raconte cette histoire, c'est qu'en fait je travaillais dans un verger, je faisais l'éclaircissage des pommes en Normandie, je dormais dans un hangar dans une voiture qui était même pas à moi. Enfin vraiment c'était un espèce de moment hyper critique dans ma vie. J'avais des douleurs au ventre, enfin voilà, des nausées. Donc j'ai tilté un beau jour dans le champ, j'étais là. En fait c'est peut-être bien ça. Je suis allée acheter mon test de grossesse dans le village à côté. J'ai fait le test derrière le hangar. Donc voilà, je me suis pris un peu l'info toute seule comme ça, à 800 km de la personne. Voilà, gros moment de solitude. Donc j'ai fini par avoir la personne au téléphone. J'étais un peu en panique de voilà, moi j'ai pas du tout envie de garder cet enfant. Je le savais, j'étais très sûre de ça. Et je savais que je retournais très peu de temps après en Aveyron, peut-être une semaine ou deux après quand même. Et que j'avais envie que la personne soit avec moi. Enfin, j'avais pas du tout envie de gérer ça toute seule. Les soignants, c'est pas venu tout de suite. J'ai d'abord appelé une copine qui avait vécu la même chose que moi pour lui demander comment on faisait parce que j'avais pas du tout d'infos. Enfin, comment elle avait fait plutôt. Donc elle m'a donné un peu la marche à suivre. Et donc j'ai appelé le secrétariat du service gynéco de Villefranche, de Rouergue. C'était juste avant le fait d'être obligé de passer par le curetage, enfin l'aspiration. Et donc moi j'ai fait par IVG médicamenteuse. Ça par exemple, c'était un truc où j'avais pas du tout envie de passer sur le billard, ça me faisait assez peur. Et en même temps, j'avais envie d'avoir le choix de ça. J'ai quand même réfléchi longtemps, mais je me suis dit non, je préfère les médicaments. Parce que j'avais eu aussi d'autres retours de copines. Et moi, je m'étais dit, je préfère les médicaments. Et j'ai eu de la chance aussi que normalement, en fait, on a un premier médicament, on a une première prise de médicament pour stopper la grossesse et une deuxième prise de médicament 2 jours après pour l'évacuation. Et en fait, moi, j'ai perdu l'embryon entre les 2 prises de médicaments. Ce qui fait que j'ai pas eu à prendre le deuxième médicament qui est ultra vénère et qui fait des méga contractions et qui fait vraiment qui peut être. J'ai plusieurs copines qui m'ont raconté vraiment des retours d'expérience ultra trash. Du coup, moi, j'étais contente d'esquiver ce truc-là, même si c'est important. Voilà, il est souvent nécessaire ce médicament-là, mais du coup, moi, j'ai réussi un peu à l'esquiver. Moi, j'ai le sentiment d'avoir vraiment eu le choix, mais je pense que c'était aussi dû à l'âge que j'avais et aussi j'avais déjà quand même discuté avec. Enfin, j'avais des copines à qui c'était arrivé, même si on n'en avait pas discuté précisément. Et j'ai eu l'impression d'avoir le choix parce que je savais que j'avais le droit en fait, et je savais que. Enfin, je sais pas, un truc où j'avais un peu toutes les copines sur mes épaules avec moi au rendez-vous, parce qu'effectivement le médecin il pose la question et je me souviens que ça m'avait crispée. Est-ce que c'est une délicatesse ou est-ce que c'est un enjeu médical insistant et avec toute une morale derrière de est-ce que vous êtes bien sûr de votre choix? Moi j'étais là, mais bien sûr que je suis sûre de mon choix, sinon je serais pas là. Enfin, un truc où ça m'avait mis de la colère. Enfin, j'y étais très en colère à ces rendez-vous parce que j'avais peur en fait que ça se passe mal, j'avais peur qu'on me fasse douter. Enfin, je sais pas, un truc et que ça m'avait marqué aussi au rendez-vous à la première prise de médicaments. Où j'avais croisé une jeune, je sais pas, elle devait avoir 15-16 ans, en larmes au secrétariat, et en fait il y avait personne qui l'accompagnait, qui la soutenait aussi sur juste une discussion de vas-y on se pose, on discute. Et ça m'avait pas mal touchée, et je m'étais dit en fait j'ai de la chance d'avoir 29 ans et que ça m'arrive qu'à 29 ans. Parce que j'ai déjà lu un peu des trucs, j'ai pu appeler une copine à qui c'était arrivé, une copine très proche qui m'avait donné un peu des pistes de comment ça peut se passer. De qu'est-ce qui se passe aussi concrètement, qu'est-ce qui sort de toi, parce qu'en fait ça on nous le dit pas, c'est hyper tabou aussi de à quel point tu perds du sang, à quel point ça fait mal ou pas, à quel point c'est impressionnant aussi.
Mais quand même, j'avais eu l'impression que c'était accessible sur la rapidité des choses, mais parce que je savais où trouver les infos, en fait. Donc c'est un peu ambivalent comme ça. Et sur le choix de la méthode, vous auriez pu demander le bloc Ouais, j'aurais pu demander, on me l'a proposé. J'ai l'impression qu'on m'a un peu découragée sur le bloc. En me disant, bon, quand même, ce serait plus facile pour nous si vous preniez les médicaments. Quand même, j'ai ce souvenir-là. Mais vu que moi, je savais que j'y avais droit, je me suis vraiment clairement posé la question, moi, de moi à moi-même. Mais si j'avais pas eu l'info que c'était possible, clairement, on m'orientait plus sur les médicaments quand même. Alors, je pense qu'il y a plus de choix par défaut que de choix réels. Dominique Rosel, membre du REVOC, réseau de professionnels pour favoriser la prise en charge de l'IVG et de la contraception en Occitanie. En vrai, les femmes ont sur l'IVG l'habitude, parce que c'est une nécessité, de choisir ce qui va être le plus pratique et ce qui va être le plus rapide. Et très souvent, ce choix, il est plutôt en termes d'offre de soins qu'en termes de choix de méthode. Et je pense qu'il faut vraiment militer pour maintenir les choix entre l'IVG médicamenteuse et l'IVG chirurgicale, parce que pour le moment, c'est très bien l'IVG médicamenteuse. C'est une méthode simple, c'est une méthode efficace, mais c'est une méthode qui demande beaucoup d'engagement à la femme, qui lui demande de faire pour elle les gestes qui permettent l'interruption de grossesse, qui s'accompagnent de saignements, qui peuvent être abondants chez certaines, et qui demandent aussi une gestion de la douleur à des degrés divers et relativement imprévisibles, et certaines femmes n'ont en aucun cas envie de ça. Donc, de fait, on doit pouvoir maintenir le choix d'une technique chirurgicale, mais dans plein d'endroits, le choix d'une technique chirurgicale, c'est des rendez-vous à l'hôpital, l'anesthésiste, etc., qui vont mettre, entre le moment où la femme appelle pour prendre son rendez-vous et le moment où elle va pouvoir faire son aspiration, des délais importants de 15 jours, 3 semaines parfois, quoi, ce qui est extrêmement conséquent. Donc les femmes vont choisir ce qui va le plus vite plutôt que ce qui leur irait le mieux. Et ce n'est pas un choix sur une offre de soins large et disponible. C'est un choix par défaut, au mieux, quoi. La question du choix, c'est en fonction de l'information qu'on a. Et que l'information, elle est hyper importante, en fait. Et la légitimité, peut-être, à avoir le droit de choisir. En fait, les personnes sont tellement déjà, s'auto-jugent, sont tellement déjà morales sur elles-mêmes, que en fait, l'important, c'est de pouvoir avoir accès à l'avortement. Et que du coup, ça serait presque du luxe. Enfin, il y a un truc comme ça que je ressens, et que du coup, la question du choix, elle est souvent secondaire. Sandy et Ayla, animatrices au planning familial d'Aveyron. C'est ça, le soulagement juste déjà de pouvoir avoir accès à cette IVG. Ça se ressent, moi, je trouve, derrière aussi dans comment tu vis un IVG, comment tu vis ton avortement, en fait. Quand t'as pu savoir ce que c'était, quand t'as pu faire des choix, en fait, c'est beaucoup plus... Enfin, on le vit forcément mieux. On maîtrise notre vécu. Depuis que les sages-femmes ont la possibilité de pratiquer l'IVG par voie médicamenteuse, l'équipe de la maternité de Millau s'efforce de faciliter cette pratique. En octroyant un rendez-vous en 2 jours, 160 femmes environ y sont accueillies chaque année, venant parfois de départements limitrophes, d'Albi ou de Montpellier. La très grande majorité des actes, soit 150 par an, sont réalisés par voie médicamenteuse. Les 10 autres, au bloc, par voie instrumentale. Toutes les patientes ont le choix, on respecte strictement la loi. On leur rappelle qu'elles ont le choix entre l'IVG médicamenteuse et chirurgicale. On leur explique les 2 méthodes. Geoffrey Vergniaud et Céline Bessière, sages-femmes à la maternité de Millau. Et après, elles choisissent, c'est vrai que souvent, quand elles sont à des petits termes, elles choisissent quand même très majoritairement l'IVG médicamenteuse, mais on a quelques dames qui veulent absolument l'IVG chirurgicale. Il faut que la personne rencontre l'anesthésiste et puis il faut que la personne rencontre le gynécologue qui va effectuer le geste. Donc tout ça, ça se programme. Et ensuite, oui, il faut programmer l'intervention sur une plage horaire où le médecin est disponible pour faire l'IVG chirurgicale. Et après, si c'est leur choix du coup de faire l'IVG chirurgicale, est-ce qu'on leur offre le choix sur la sorte d'anesthésie locale ou générale ?
Nous, ici, on a fait le choix de faire de l'anesthésie générale. Voilà. Le gynécologue ne fait pas d'IVG chirurgicale en local. C'est le choix que Virginie Long, là, le médecin qui fait les IVG, a fait pour des mesures, je pense, de vécu pour la patiente et aussi de contraintes, je pense, que la patiente ne bouge pas, aussi d'anesthésie. Bref, elle a fait ce choix-là et ce choix-là est respecté. À chaque fois, on fait une anesthésie générale pour toutes les IVG chirurgicales. On ne fait pas sous le local à milieu. La patiente rentre le matin et sort dans l'après-midi. Ce choix de l'anesthésie, on n'y est pas encore. Il y a plein d'endroits qui ne pratiquent pas les anesthésies locales. Il y a des formations qui vont démarrer à l'IVG chirurgicale sous anesthésie locale. Il y en a qui sont actuellement pilotées par Revo, en région Île-de-France. Et ça se fait à l'hôpital de Nîmes, les IVG sous local. Et ça va... Revoc tente de développer cette approche-là avec des formations qui pourraient se mettre en place, mais ça, c'est... Voilà, ça va se faire dans un délai de plusieurs mois, quoi, peut-être même un peu plus. Bah oui, moi j'ai l'impression que c'est les retours qu'on a. C'est que moi, je me retrouve à orienter des personnes en leur disant vous aurez le choix de l'anesthésie, et qu'en fait, quand elles reviennent me voir, elles me disent j'ai pas vraiment eu le choix, ou j'ai été convaincue. Et que là, c'est le médecin qui choisit. Dans les faits, moi je pense que ce qu'il aurait proposé, c'est jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée de faire une IVG médicamenteuse. Et si elles veulent vraiment une IVG chirurgicale, il faudra qu'elles argumentent. Il faudra qu'elles aient de bons arguments. Ou ça va être pour les jeunes filles, enfin les femmes mineures. Où là, effectivement, on va leur proposer plus facilement l'IVG chirurgicale en dessous de 9 semaines. Moi, j'ai déjà eu des retours de personnes qui voulaient faire l'instrumental en dessous de 9 semaines, et qu'on a convaincus en leur disant que ça veut dire qu'il fallait attendre, parce qu'il fallait trouver un médecin disponible, que c'était lourd, et tout ça. Moi, j'ai déjà eu des retours aussi des informations, où on leur disait, en dessous de 9 semaines, c'est que médicamenteux. En tout cas, je pense que c'est les soignants qui choisissent. Et c'est plus que choisir, je pense qu'il y a un truc où les soignants n'ont pas le choix non plus. Je pense que l'état de la santé des hôpitaux aujourd'hui fait qu'on n'a pas assez de personnel, que ça coûte trop cher. C'est la question du coût de la prise en charge, je pense, qui est derrière tout ça. Quand bien même des soignants aimeraient faire autrement, et eux-mêmes n'ont pas le choix. Enfin, on est dans un système, quoi. Alors si on fait le point, la loi de mars 2022 a allongé le délai légal autorisant l'IVG jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Mais dans les faits, à l'automne 2023, les hôpitaux publics proposent des IVG jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée et seulement par voie médicamenteuse à Saint-Afrique, 12 semaines d'aménorrhée à Millau, 14 semaines d'aménorrhée à Castres, Albi et Rodez, et possiblement 16 semaines à Lavore et Villefranche-de-Rouergue en fonction des disponibilités et des médecins. On s'est laissé la limite de 12 semaines d'aménorrhée, puisque pour des contraintes, c'est des contraintes surtout de matériel et de sécurité patiente. La loi autorise maintenant à aller plus loin, mais les canules, le matériel, je vais passer les détails, mais les matériels que ça nécessite sur une grossesse plus avancée, on ne le possède pas à Millau. C'était pas une volonté du gynécologue non plus de poursuivre dans cette voie entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée, qui peut poser problème quand même aussi au niveau hémorragique. Donc c'est des patientes qu'on oriente quand elles sont à plus de 12 semaines d'aménorrhée sur Rodez ou sur Montpellier. Et là, pour le coup, est-ce qu'elles peuvent avoir des rendez-vous assez facilement quand elles sont dans ces délais-là sur les hôpitaux cités ? Alors, c'est un peu plus long, surtout Rodez, c'est compliqué. Sur Montpellier, on arrive toujours à un rendez-vous la semaine qui suit, maximum. Après, ça concerne vraiment 2 à 3 patientes par an. C'est vraiment très à la marge. Des femmes à plus de 12 semaines d'aménorrhée qui viennent pour une demande d'IVG, on en a très peu. Donc, au sein de votre équipe, vous avez l'impression d'être suffisamment nombreux et nombreuses ? Pour les IVG médicamenteuses, il n'y a aucun problème. Pour les chirurgicales, des fois, c'est un petit peu juste, puisque ça repose sur un seul praticien. Donc, il y a des moments où on peut se retrouver en difficulté s'il est en vacances, ou si il y a un problème de créneau.
s'ajoute aux contraintes de l'avortement le fait de pouvoir se déplacer. Et les centres qui ferment les uns après les autres. L'hôpital de Centrafrique, il va fermer. Donc il n'y aura plus de centres de centres de planification, donc plus de possibilité de faire d'avortement sûrement. Ils veulent faire un hôpital médian entre Millau et Saint-Afrique, donc ça veut dire que le centre il va être déplacé là. Du coup, quand tu habites en bas du département, je sais pas, dans des petits villages, ça sera 1 heure de route. Et du coup, sans transport en commun, il faut quand même l'admettre, et du coup pour les personnes mineures, ça va rajouter. Et là c'est pareil, la question du choix, en fait on va pas se poser la question en 2 secondes, on va faire des téléconsultations et on ira à la pharmacie la plus proche. Et on ne pourra pas choisir sa méthode ou... Et puis on sera pas accompagné. On ne sera pas du tout accompagné. On sera seul. Oui, on sera très seul. Et là, on perd... pour moi, la question de l'accompagnement, elle est vraiment primordiale, en fait. Il y a le film Annie Colère qui explique très très bien ce truc-là, de l'accompagnement. Et puis, en fait, c'est il y a aussi le documentaire Regarde à les yeux grands ouverts. Tout ce mouvement qu'il y a eu, justement, avant la législation, en fait, de 75, où... les femmes, en fait, elles ont pris en main les avortements. Elles ont avorté elles-mêmes, mais surtout, elles ont accompagné les femmes qui avortaient. Et dans Annie Colère, ça se voit très très bien. Il y a une scène qui est magnifique où elle parle d'anesthésie verbale, presque, parce que il y a Rosemary Stanley qui chante merveilleusement bien. Et qui chante pendant que la femme est en train de subir l'avortement par aspiration. Et en fait, tout ce truc-là, pour moi, d'accompagnement, il est primordial pour que ça se passe bien, pour que les femmes déculpabilisent, parce qu'on est vraiment dans une société qui porte un jugement moral très très fort et très très puissant de différentes manières sur ce que c'est avorter, où commence la vie, et si on les laisse avorter seuls, c'est leur seule solution aujourd'hui d'un point de vue systémique, en fait, de dire faut que les femmes aient accès à l'avortement, oui c'est vrai, donc on va faire en sorte qu'elles puissent avoir accès aux médicaments comme ça sur tout le territoire, machin, téléconsultation. Mais en fait, si elles avortent seules, potentiellement tout est fait pour les culpabiliser, et moi j'ai peur qu'en fait elles se sentent mal, en fait, et que soit, même si c'est médicamenteux et qu'elles fassent ça chez elles, etc., que pour la plupart d'entre elles ce soit difficile et compliqué et voire traumatisant. L'accompagnement, moi je pense qu'il est vraiment primordial, qu'il y ait un discours, qu'il y ait des mots qui leur disent que ce qu'elles font, ce n'est pas grave, en fait, et que ça fait partie de la vie génétique des femmes. Il y a 1 femme sur 3 qui avorte aujourd'hui en France, et que des 75% des grossesses non désirées, en fait, les femmes étaient sous contraceptif, en fait, donc c'est des défauts de contraception. En fait, ça n'est pas de leur faute, et elles n'ont pas à culpabiliser de ça. Et voilà, pour moi, l'accompagnement, il est vraiment fondamental à ce niveau-là. La loi de mars 2022 invite l'ARS, Agence régionale de la santé, à réaliser un répertoire des lieux et des praticiens pratiquant l'IVG. Or, dans le Tarn, par exemple, elle ne l'a pas fait. Pour pallier ce manque, l'association Revoc s'y attelle. D'après son répertoire, en Aveyron, 2 médecins et 6 sages-femmes pratiquent les IVG par voie médicamenteuse dans leur cabinet. Et dans le Tarn, ils et elles sont 2 médecins et 9 sages-femmes ayant reçu une formation et obtenu une convention avec un hôpital. Au tout début du réseau, faire pression sur les hôpitaux pour obtenir des conventionnements, ça a été un énorme travail où on a fait des lettres, des courriers, on a fait intervenir les ARS, on a fait intervenir beaucoup de gens, on a réécrit, on les a un peu persécutés, non pas persécutés, disons qu'on a lourdement insisté, voilà. Il y a des endroits où ça n'a pas été évident du tout et où les choses ont fini par se signer. Mais maintenant, je pense qu'on a des conventions signées avec à peu près tous les hôpitaux de la grande région Occitanie. Et il y a des endroits où il y avait des réticences phénoménales sur le fait que ces gens-là ne sauraient pas le faire, quoi. Avec des choses extrêmement curieuses. Il y a des endroits où ils ne voulaient pas conventionner avec les sages-femmes, il y a des endroits où ils ne voulaient pas conventionner avec les médecins généralistes. Ce dont j'ai entendu parler en termes de problèmes de conventionnement des professionnels libéraux,
c'est en fait d'une certaine protection par certains hôpitaux de leurs actes, entre guillemets, de leurs actes médicaux. Raphaël Perrin, sociologue. En fait, c'est des départements où certains hôpitaux sont menacés de fermeture si ils ne font pas assez d'actes. C'est pas tellement une question de rentabilité que de nombre d'actes. Et ça en vient à jalouser un peu son activité au point d'être un peu réticent à déléguer le travail d'avortement, les IVG, à des professionnels libéraux. Donc, j'ai entendu parler par des professionnels libéraux, en tout cas, de responsables de l'avortement dans des hôpitaux qui vraiment rechignent à signer ces conventions pour garder en fait l'activité d'avortement dans l'hôpital. Et de fait, une bonne partie des avortements sont faits dans les maternités. Donc, du fait de cette politique de regroupement, pour avoir des plateaux techniques plus importants, donc des maternités plus grosses qui ont plus de moyens, plus de matériel, il y a une fermeture d'un certain nombre de maternités, en particulier des petites maternités en milieu rural, qui donc a un effet sur l'accès à l'IVG puisque ça réduit le nombre d'endroits où les IVG sont proposés. Donc ça accentue les distances à parcourir pour les femmes en milieu rural. Mais ça pose des problèmes d'accès à l'IVG sans que ça soit une attaque volontaire contre l'avortement, alors que parfois c'est présenté comme ça. Il faut savoir que plus de la moitié des centres d'IVG, qui étaient portés par des centres hospitaliers, beaucoup, ont fermé en 20 ans. Plus de la moitié des centres d'orthogénie qui faisaient des interruptions de grossesse, qui donc passaient des conventions, ont fermé en 20 ans. Et c'est la disparition des petites maternités, et qui est une problématique plus générale que celle de l'accès à l'IVG, c'est la problématique de l'accès aux soins pour les femmes, c'est-à-dire plus de petites maternités, c'est plus de centres d'IVG, mais c'est aussi aller accoucher très loin, c'est aussi avoir un suivi de grossesse très compliqué, parce que c'est hyper loin, c'est aussi manquer de recours immédiatement après l'accouchement dans ces périodes vachement tendues là, du postpartum, parce que c'est pas de la tarte, et c'est quelque chose de très global c'est une problématique très globale sur la santé des femmes, dont l'IVG fait partie. L'hôpital de Millau, c'est compliqué, bien sûr. Puis comme en plus, ils ont une grosse crise de recrutement de professionnels, là, en ce moment, c'est vachement inquiétant, quoi. Nous aussi, on est en difficulté de gynéco, voilà, on a cette fermeture. Et si on ferme une maternité, forcément, l'activité d'orthogénie s'en trouve impactée. Donc effectivement, oui, on peut se retrouver rapidement à avoir un centre ou même 2 centres d'orthogénie qui ferment définitivement par manque de personnel. Il y a des facteurs financiers avec la loi RIST et tout qui sont un peu compliqués, on a du mal à recruter, on est moins attractif que les grosses villes, enfin, c'est difficile. Mais on gagne moins d'argent si on vient travailler à Millau ? Disons qu'avant, les remplaçants n'étaient pas plafonnés au niveau salarial, c'est-à-dire qu'ils gagnaient ce que l'hôpital leur donnait. Maintenant, avec la loi RIST, il y a un plafonnement des salaires des médecins remplaçants. Et forcément, on a beaucoup moins de remplaçants maintenant que ce qu'on avait il y a 1 an. Pareil, les sages-femmes refusent un peu les conditions de travail qu'on avait il y a 20 ans, ce qu'elles acceptaient. Maintenant, c'est sûr que la nouvelle génération de professionnels n'a plus envie de vivre, voilà, enchaîner les gardes, les astreintes. Ça, elles n'en veulent plus. Elles s'orientent plus vers le libéral ou elles quittent la profession. Et on a beaucoup de mal à recruter aussi les sages-femmes à cause de ça. Ça nous met en difficulté au niveau des maternités. Il y a ça, puis il y a aussi le remboursement de l'acte qui n'encourage pas les gynécos et les sages-femmes à faire des IVG. C'est un peu le problème. Alors nous, on le fait ici parce qu'on est salarié de l'hôpital et parce que voilà, on a aussi ce désir de poursuivre cette activité. Et c'est sûr que c'est pas une volonté lucrative pour maintenir cette activité au CH de Millau en tout cas. En nous, en tant que salariés, ça change rien. Par contre, pour l'enveloppe globale de l'hôpital, c'est vrai que ça a un coût. Voilà. Ça fait des actes, certes, mais entre le coût d'hospitalisation de la patiente, les soins, le personnel qui est alloué à cette patiente-là et le remboursement de l'acte IVG, je pense que dans les frais, c'est pas rentable. Après, le but de la médecine, c'est pas forcément la rentabilité, c'est un service qu'on offre à nos patientes.
Et souvent, déjà, le principe du droit à l'avortement est quasi complètement unanimement accepté dans le milieu médical. C'est très rare, les médecins vraiment anti-IVG aujourd'hui. Et c'est plutôt mal vu. Ça, je me suis rendu compte, hein, tout le monde m'affirme unanimement un soutien au droit à l'avortement, en tout cas minimaliste, version loi Veil, parce qu'on peut défendre des droits à l'avortement plus ou moins libéraux, hein, à des termes différents, avec des contraintes différentes. Mais en tout cas, sur le principe, il y a quand même un accord de fond. Et c'est plutôt les quelques médecins qui vont s'afficher comme anti-IVG qui vont être pointés du doigt. Donc, il n'y a pas vraiment de stigmate de l'avorteur ou de l'avorteuse en France, contrairement à d'autres pays comme l'Italie ou comme les États-Unis et même parfois l'Espagne, dans une moindre mesure. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt un stigmate du réac, en fait, qui veut pas faire des IVG en France. Par contre, euh, il y a quand même une réticence assez forte de la part des médecins les plus dominants du champ de la gynécologie, donc les spécialistes, les gynécologues obstétriciens, de faire ce qui est encore considéré comme du sale boulot, c'est-à-dire assez ennuyeux et répétitif sur le plan chirurgical par rapport à d'autres opérations, et assez ambigu, on va dire, sur le plan moral, parce que c'est quand même des médecins qui sont formés, habitués à valoriser le fœtus, à humaniser le fœtus dans le reste de leur travail, qui font de la PMA, de la médecine fétale, du suivi de grossesse, de l'obstétrique, et dont en fait le métier consiste globalement à faire en sorte que des grossesses soient menées à terme et se déroulent bien. Donc ces médecins qui sont habitués à tout ce volet, entre guillemets, donner la vie, même s'ils reconnaissent la légitimité du droit à l'avortement sur le principe, vont quand même être un peu perturbés, un grand nombre d'entre eux et elles, par la pratique des IVG et vont quand même être gênés par le geste. Dans l'entretien, il y a beaucoup de dégoût qui ressort, un vocabulaire de la boucherie, un vocabulaire très humanisant autour du fœtus qui est considéré quand même comme un bébé, qui ne remet pas du tout en cause pour ces médecins pour autant le droit à l'IVG, hein, ça leur paraît quand même légitime, mais ça les dégoûte. C'est gore, c'est glauque, ils ont l'impression de tuer un bébé. C'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Encore une fois, sans être anti-IVG. Pour les gynécologues spécialistes, donc les gynéco-obstes, il y a quand même, avec de rares exceptions de médecins engagés pour l'avortement, militants, féministes, etc. Mais en grande partie, il y a quand même cette ambivalence de à la fois on est très favorable au droit à l'IVG et on veut tout faire pour que ça soit accessible, et en même temps on n'aime pas faire ça. C'est pas intéressant pour nous, on va pas faire carrière avec l'IVG. Une fois qu'on a passé nos premiers semestres d'internat, c'est plus formateur d'aller au bloc opératoire faire des IVG et on préfère faire du cancer de l'utérus, des hystérectomies, etc. Et donc, en fait, on va essayer de s'en débarrasser. On va le déléguer aux internes, on va le déléguer à des généralistes ou à des sages-femmes qui vont avoir des postes dédiés. Et donc, en fait, on va plus en faire. Donc, la question de la clause de conscience, elle se pose pas tellement, elle n'est pas si intéressante en tant que telle en France, parce que c'est très rare les médecins qui doivent utiliser la clause de conscience pour ne pas faire d'IVG. Quand on est gynécologue obstétricien,
Une fois qu'on a fini notre internat, on n'a plus besoin d'utiliser la clause de conscience, à de rares exceptions, pour ne pas faire d'IVG. Il suffit en fait de le déléguer à d'autres personnes. Donc les seuls qui vont devoir utiliser la clause de conscience, ça va être les internes ou ça va être des situations spécifiques, et c'en est vraiment un petit nombre qui sont prêts à utiliser la clause. Toutes les personnes rencontrées s'accordent pour reconnaître qu'en milieu rural, certaines spécificités demeurent, générant des inégalités, ce qui invite à réfléchir aux pistes concrètes d'amélioration. Dans les départements ruraux avec des plus grandes distances, le fait d'avoir des parcours d'IVG compliqués ou longs, avec plusieurs rendez-vous obligatoires, ça va effectivement être un obstacle de plus. S'il faut parcourir 50 km à chaque fois et qu'on nous impose de revenir 3 fois pour faire l'IVG ou 4 fois pour faire l'IVG, voilà, ça va être d'autant plus lourd, laborieux. Alors que certaines professionnelles particulièrement engagées pour l'avortement revendiquent une banalisation des procédures d'accès à l'avortement et une simplification des procédures avec une réduction du nombre de consultations, la possibilité de donner le médicament tout de suite dès la première fois, voire dans certains cas la possibilité de faire des IVG chirurgicales tout de suite dès le premier rendez-vous. Il y en a aussi qui défendent la téléconsultation, il y en a qui font les rendez-vous de contrôle post-IVG par téléphone plutôt que de faire venir les femmes. Voilà, il y a plusieurs manières de faire, plus ou moins lourdes, et le fait d'avoir des procédures longues et avec beaucoup de rendez-vous est d'autant plus lourd en milieu rural qu'en ville. Simplifier les démarches, développer les cours d'éducation sexuelle, permettre aux sages-femmes de pratiquer les IVG instrumentales sous anesthésie locale, comme le prévoit la loi de mars 2022, mais pas sans la possibilité de prendre le temps du soin et de l'accompagnement. Dans la perspective, ce serait génial, enfin, des petits cabinets de sages-femmes où il y en a 1 ou 2, 3 qui sont formés à l'IVG chirurgicale et qui du coup pourraient, en théorie, jusqu'à 16 semaines, le faire. Voilà. Mais moi, je sais pas concrètement, enfin, si la formation là va prendre ça en compte et si les sages-femmes veulent s'en saisir aussi. Il y a toute cette question de, elles font déjà beaucoup de choses, elles prennent en charge énormément de choses, elles ont aucune reconnaissance d'un point de vue financier notamment. Par exemple, là, si elles passent à 6 années, elles ont autant d'années d'études qu'un dentiste, par exemple, et le niveau de rémunération est bien en deçà, enfin, si on veut une comparaison. Solidarité avec les femmes du monde entier. Et puis on rappelle donc qu'on est ici pour cette journée mondiale du droit à l'avortement ce 28 septembre, qu'on est là pour manifester notre solidarité avec les femmes du monde entier, pour défendre notre droit à disposer de nos corps, qu'on est là parce que ce droit à l'IVG est un droit fondamental et qu'il est sans cesse menacé, que dans plusieurs pays il n'est pas encore accessible, que quand il l'est, c'est toujours fragile. On est là pour manifester notre solidarité avec les femmes des États-Unis, de Pologne, d'Iran, du Cameroun, du Sénégal, et puis aussi en France, parce que ce droit il est aussi menacé en France, qu'il y a des avancées dans la loi, avancées que l'on obtient par notre mobilisation dans la rue, par notre capacité à nous mobiliser, à nous battre, et que ces avancées législatives, elles ne suffisent pas cependant. Ça ne suffit pas de voter des lois, il faut encore donner les moyens de les mettre en application, que la loi, elle ne vaut rien si on ne nous donne pas les moyens financiers, les moyens humains pour la mettre en application, que l'accès à l'IVG, il est menacé par le sabotage de l'hôpital public, par l'absence de personnel formé, par du matériel inadapté, par des décrets d'application qui tardent à venir, par le manque de moyens que l'on donne aux associations qui essaient de se battre pour faire valoir les droits des femmes et des minorités de genre. Alors pour les femmes qui sont hors délai,
c'est rare, parce que déjà, il y en a, je pense beaucoup qui ne savent pas que c'est possible de se faire accompagner pour leur délai. Et donc, c'est des femmes qui vont mener la grossesse à terme. Pour celles qui arrivent à avoir l'information qu'effectivement, au planning familial, on a une caisse de solidarité pour accompagner les femmes à l'étranger, oui, c'est assez rare. Dernièrement, on en a eu, depuis le mois de septembre, l'été dernier, on va dire, on en a eu à peu près 5 par an. À peu près 5 par an, on va dire. Par exemple, on a pu, pour des jeunes femmes mineures, orienter en fait vers une IMG psychosociale, une interruption médicale de grossesse. Ça veut dire qu'on va au-delà du délai des 16 semaines d'aménorrhée. L'IMG, en France, il n'y a plus de question de délai, en fait. Et donc, oui, voilà, dernièrement, on a eu 2 IMG pour raisons psychosociales pour des jeunes filles mineures qui ont été acceptées. Et 3 qui sont partis en Espagne. Alors, ce qui peut se passer, c'est que des femmes qui vont avoir un minima de moyens, en fait, on va les orienter, on va leur expliquer comment ça peut se passer, etc. Et en gros, elles vont se débrouiller financièrement pour le logement, pour aller là-bas, pour faire garder leurs enfants, elles ont du soutien, elles ont de l'argent. Nous, celles qu'on va accompagner jusqu'au bout du bout, ça va être celles qui effectivement n'ont très peu, voire pas du tout de moyens. Donc celles qui sont dans la plus grande précarité, on va dire, et sociale, et affective, et économique. Voilà. Et donc là, on va... moi, je dis en blaguant, j'organise des abortion travel tours. Mais c'est ça, c'est payer le billet de bus, c'est lui expliquer comment aller jusqu'au bus, être au téléphone en permanence. Voilà, que tout soit organisé au millimètre près. Et même quand tout est organisé comme ça au millimètre près, c'est une situation qui est hyper stressante en fait, et qui peut être difficile à gérer, qui peut être très difficile à gérer. Souvent, c'est des personnes qui ont très peu voyagé, qui ont potentiellement jamais passé la frontière. Donc, c'est que les papiers soient en règle. Ça veut dire aller à la préfecture, potentiellement demander des passeports en 24 heures en urgence pour qu'il y ait le passeport. C'est tout ça. Être sûr qu'il y ait quelqu'un qui parle français là-bas. Si jamais il y a quelqu'un qui parle pas français, pouvoir à un moment donné être sûr de comment ça s'est passé. Donc appeler la clinique, savoir comment ça s'est passé, l'appeler elle ensuite pour la rassurer. Bon voilà, c'est plein de choses. C'est l'avoir au téléphone régulièrement pour rassurer, tout le temps. Le truc de ok, ça s'est bien passé, ça c'était normal que ça se passe comme ça. Parce qu'en plus, ce qui est surprenant en Espagne, c'est que en fait, en Espagne, c'est plein de petites cliniques, mais c'est quasiment l'équivalent d'un cabinet dentaire, on va dire, en France. Donc les femmes sont toujours très surprises, elles pensent arriver dans une clinique à la française. Et en fait, pas du tout. Elles arrivent dans une espèce de petit truc où en fait les chambres sont séparées par des rideaux et elles entendent les autres femmes qui se réveillent, qui pleurent, parce que quand on se réveille de l'anesthésie générale, on est dans un état second et en général elles lâchent tout parce que justement c'est tout le stress de plusieurs semaines en fait qui ça craque à ce moment-là parce qu'elles sont hyper fragiles et crevées, etc. Il y a tout le parcours de l'illégalité, le fait de passer la frontière, etc. Donc qui est déjà très stressant en soi. Et en fait, elle arrive dans un tout petit truc et elle se dit mais est-ce que je suis au bon endroit ? J'ai l'impression d'aller à avorter. Et est-ce qu'ils vont faire ça avec des aiguilles ? C'est quoi ce truc en fait ? Donc voilà, ça remet du doute là où il faut tout le temps beaucoup rassurer parce que il y a tout ce parcours de l'illégalité qui est très stressant et où ça prend du temps finalement. Ça va vite tout ça, mais c'est très long quand même quand on est en train de le vivre, je pense. Flights there to come, a father
was scared of sound. Down Mount Hurley, go to side La prise en charge d'une IVG en Espagne comprenant les frais de déplacement, de logement et de soins s'élève en moyenne à 1 500 €. Pour pouvoir être opérationnelle, la caisse de solidarité doit contenir un fonds de roulement d'à minima 2 000 €. Depuis mars 2022, bénévoles, salariés et militantes du planning familial d'Occitanie organisent des événements pour renflouer cette caisse. Le premier a eu lieu avec le groupe Cucania, venu jouer gratuitement dans le collectif aveyronnais d'Isaline. C'était super que le lieu dont je fais partie puisse accueillir cet événement-là. Ça a bien marché, enfin, ça a fait un moment de lancement qui était hyper fort. Moi, je fais partie aussi d'une petite asso où on a une petite bibliothèque très globale sur les questions du corps tout au long de la vie. Et donc l'avortement fait partie de ces questions-là, d'un peu de qu'est-ce que, habitant un corps, on peut rencontrer tout au long de notre vie et comment les livres peuvent nous aider à avoir des renseignements là-dessus, de la ressource, des moments, des endroits de partage et tout ça. Du coup, on avait constitué un petit fond documentaire là-dessus pour la soirée. Et donc ça a aussi été un endroit de repos aussi pour les gens de venir bouquiner, d'avoir un endroit plus au calme que la soirée en tant que telle, pour discuter aussi de ce sujet-là avec d'autres supports, des BD, des fanzines, des coloriages même. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça super touchant, qu'il y ait un mouvement comme ça qui se fédère pour cette caisse de soutien, parce qu'il y avait tous les plannings du coup qui étaient réunis pour ça, pour réfléchir à concrètement comment ça se passe, les thunes elles vont où, comment on réceptionne les dons, comment on se sert aussi de la caisse. Enfin, il y a eu toute une discussion là-dessus au préalable de la soirée qui était plus festive et destinée à récolter des sous. Et donc ouais, c'était important. En tout cas aussi, c'était important politiquement pour moi, mais aussi à titre personnel, je me disais mais bien sûr il faut que ça existe ce genre de choses, parce que si les délais ils évoluent pas légalement, il faut qu'il y ait des solutions. C'est trop important que ce droit-là il existe, quel que soit le moment. Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Ces mots de Simone de Beauvoir furent prononcés en 1974. 50 ans après, on peut désormais lire dans la Constitution française que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'IVG. Ainsi rédigé, le planning familial craint que cet énoncé puisse être transformé par une loi ordinaire réduisant les conditions en vigueur d'accès à l'IVG. Il aurait été préférable d'inscrire un droit plutôt qu'une liberté même garantie, droit incitant l'État à s'engager pleinement. En attendant, sur le terrain, les militantes et les professionnels continuent à mettre de l'énergie pour préserver ce droit des femmes et en faciliter l'accès en milieu rural et pas seulement. Depuis novembre 2022, des expérimentations ont eu lieu en France dans 26 centres de santé où des sages-femmes pouvaient réaliser des IVG par voie chirurgicale. Alors que l'élargissement de leurs compétences était tant attendu pour faciliter l'accès à l'avortement, le récent décret du 17 décembre 2023 rend cette compétence officielle pour les sages-femmes. Mais à quel prix ? En effet, ce texte de loi fait réagir les soignantes et les associations féministes dans la mesure où pour pouvoir effectuer cela au bloc, les sages-femmes devront être en présence de 3 ou 4 médecins dotés d'une expérience significative en la matière, et ce pour pouvoir intervenir en cas de complications. Alors que les médecins, justement, manquent cruellement, ce décret est-il un vrai pas en avant ? Quant à nous, nous vous invitons à consulter le site de Air d'Otan sur lequel nous avons déposé des liens vers des ressources nous semblant utiles. Un grand merci à l'association Les Arts Voyageurs, aux sages-femmes de la maternité de Millau, à Violaine, Martine, Marie, Karine, Juliette, Clotilde, Jonia, Marina, Isaline, Dominique, Eila, Sandy, Carla, Raphaël, Agnès et Christine pour leur aide précieuse.
L'IVG en milieu rural, un documentaire radiophonique produit par Air d'Otan avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la délégation régionale à l'égalité femmes-hommes. Réalisation Claire Cachouche-Soucy. Mixage Thomas Béranger. Musique originale Marion Pouessel. Le bruit c'est fini, on se retrouve très vite sur Jade FM et en podcast sur notre site jadefm.fr. D'ici là, bon dimanche et restez à l'écoute.